Mesdames et messieurs, mesdames les élus, monsieur le maire de Metz, monsieur le conseiller, mon cher François Longuier, un jour, au cours d'une promenade dans les champs qui prolongeaient en haut du village notre jardin, un terrible orage éclata soudain. Pour tenter de m'arracher à ce déluge, mon père m'entraîna sous une haie, fleurissait un églantier au rosserane. Une fleur s'aventura à 5 cm de ma triousse, elle s'égouttait lentement, et son choix de fines perles de pluie. Que se passa-t-il alors? D'aller voir affective et imprima ce souvenir visuel qui devait ne plus me quitter, comme celui de la Madeleine de Proust que consomma à Cabourg et dont la fragrance la Madeleine que Proust consomma à Cabourg et dont la fragrance mêlée à celle du thé dans lequel il la trempa le poursuivit à jamais. Il a une église à souvenir dans l'un de ses derniers ouvrages, mais quand nous déjeunions ensemble à Altros, dans ce petit village proche de Metz où il avait sa maison, Jean-Marie me rappelait souvent ce moment très humide qui a profondément marqué le gamin qu'il était à Rodemack. Cette rose a imprimé dans sa mémoire cet instant déclic qui a fait plus tard de lui l'incroyable botaniste, l'hyperactif et influent plénipotentiaire du règne végétal qu'il a été jusqu'au soir de sa vie. Contrairement à la Madeleine de Proust, la fragrance de l'églantier n'a rien d'extraordinaire. Mais comme sa défense est constituée d'épines, c'est plutôt dans les fonds de cœur de l'enfant qu'il était qu'elle aurait dû laisser des traces. Ça, il me le disait. Voilà donc cette exposition consacrée à ce pèlerin de l'écologie que j'ai eu la chance de bien connaître en tant que journaliste, mais aussi de naturaliste, lui le botaniste, moi l'ornithologue. Alors, pour cette exposition, je dois d'abord féliciter ses concepteurs, ceux qui l'ont inspiré. Isabelle Dreux, mes amis de la Société française d'ethnopharmacologie, et Loïc, pas oublié, là, Franck, mon directeur, et Siméon, jeune évrio étudiant engagé comme un aventurier depuis plusieurs semaines dans le maquis des archives de l'Institut. Il y a déniché et exhumé quelques pépites qui accompagnent cette expo du long déroulé du parcours de mon vieil ami. Et puis je dois aussi féliciter ceux qui l'ont réalisé, dont Simon et sa société Avance, qui ont fait vraiment du très beau travail avec cet ensemble de preuves. Donc cette expo constitue le premier rendez-vous grand public de cette année 2025, anniversaire du décès de mon vieil ami, année en âge. S'il est toujours parmi nous, sans doute serait-il effaré de voir comment se porte l'écologie et combien souffre ce tissu du vivant, cette biodiversité qui n'en finit plus de s'effondrer dans un monde qui progresse à toute vitesse, dopé à l'intelligence artificielle et autres fourvoiements technologiques. Dans un monde où le tourbillon géopolitique fait ressurgir un climat délétère, révélant de haine identitaire que l'on croyait enfouie à jamais. Tandis que l'économie, le business prospère, l'écologie dégénère, comme il avait si bien senti dans son ouvrage La Terre en héritage, publié à l'aube de l'an 2000. Plus que jamais ici, à l'Institut, nous sommes ses héritiers. Et vous l'êtes aussi. Plus que jamais ici, nous prenons le flambeau, son flambeau, ce devoir de se battre pour le droit de continuer à vivre sur une planète respectueuse de toutes les formes du vivant. Plus que jamais alors, réveillons notre conscience écologique pour protéger l'homme, la nature et la vie. Je vous remercie. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, les élus, les collègues, les amis, c'est un plaisir de vous recevoir ici pour marquer l'ouverture en fait de l'année Jean-Marie Belle. C'est quelqu'un qui est très difficile à côté tant qu'il a eu l'activité. Je l'ai rencontré quand j'étais étudiant en pharmacie. Pendant 40 ans, je l'ai fréquenté, j'ai travaillé depuis 35 ans et je n'ai pu connaître de lui qu'une partie de ses nombreuses activités, tant il était impliqué au niveau régional, au niveau européen, au niveau local. Et la présentation qui a été faite aujourd'hui est tout à fait intéressante parce que Isabelle a su la présenter comme un côté tout à fait original. Elle a parlé du jardin d'innocence, sa jeunesse, du jardin de la connaissance, ses études, du jardin de la spiritualité et du jardin des mots, son œuvre écrite. Et je trouve que cette présentation est tout à fait exceptionnelle et vraiment je la félicite pour ce travail qui concrétise cette belle exposition. On y verra au cours de ce parcours
a des aspects assez nombreux, Jean-Marie Pelt, mais il serait difficile de cerner complètement. Ce que j'ai beaucoup apprécié aussi chez Jean-Marie Pelt, c'est qu'il a été un initiateur. Il a poussé les gens à développer des compétences nouvelles dans beaucoup de domaines, l'écologie urbaine, l'écotoxicologie, l'écopharmacologie. Mais à chaque fois, en tant que patron, il a toujours laissé ses collègues s'émanciper, se développer, sans jamais vouloir s'imposer en tant que patron. Et il a permis en fait l'éclosion de multiples intelligences qui, chacun dans leur domaine, ont œuvré dans de très nombreuses activités. Et ce côté-là est très appréciable du personnage de Jean-Marie Pelt. Je voulais dire, pour terminer, qu'Isabelle a été légataire universelle de Jean-Marie Pelt, mais cela ne lui a apporté que des soucis et des ennuis. Et c'est avec beaucoup de joie que je vois qu'aujourd'hui, elle se ressource dans la présentation de cette magnifique exposition. Merci. Oui, bonjour à tous. Je voulais compléter ces paroles par le fait que cette exposition, je l'ai voulu la prendre à travers le prisme du jardin. C'est une notion que Jean-Marie Pelt appréciait beaucoup. Ses grands-parents, son grand-père paternel était jardinier dans les châteaux de Vadel à Hayange. Lui-même, Jean-Marie Pelt, a passé toute son enfance dans le jardin du grand-père à Rodemack, sur ses genoux dans les plants de tomates. Et lui-même, Jean-Marie Pelt, se disait volontiers jardinier. Il disait, mais je plante des petites graines, je vais partout, je plante des petites graines, et elles vont germer, elles vont grandir, elles vont s'émanciper. Je pense qu'il parlait et de l'éthopharmacologie et d'écotoxicologie qui sont nés ici à Metz, mais pas que. Quand il rencontrait des enfants, à la fin de sa vie, il aimait beaucoup leur raconter des histoires, et il me disait toujours, vous savez, ma petite fille, il restera toujours quatre choses. Il faut leur raconter des histoires, il faut leur faire montrer les étoiles, il faut qu'ils regardent les étoiles. Donc c'est ce qu'on essaie de faire ici au quotidien. On reçoit énormément d'enfants, je pense que Jean-Marie Pelt aurait été heureux de le voir. Et donc cette notion de jardin est importante, et c'est pour ça que bon, c'est le fil conducteur de cette exposition. Voilà. Je vais rajouter un tout petit mot à propos de François Baudidier, parce que quand on s'est rencontré avec Jean-Marie Pelt à Boispy, François, tu m'avais dit que lorsque tu avais lu L'homme renaturé, ça avait modifié ta perception, ta conscience et tes actions à vivre. Et c'est depuis cette époque-là, ça fait 25 ans, je crois, qu'on a fréquenté Jean-Marie Pelt avec d'abord François Lamier-Poty, et maintenant on est vraiment très heureux que tu t'investisses beaucoup dans cette maison-là. Et il faut remercier tous les collègues administration qui travaillent à l'émancipation de ce beau projet, de ces belles mémoires. Et vraiment, on fait tout le possible avec l'Institut et la SFE pour avancer dans cette direction-là. Merci, je veux saluer mes collègues les élus de la ville de la métropole, monsieur le maire honoraire, et saluer d'abord Isabelle Drôme, effectivement, qui est la cheville ouvrière de cette exposition, qui a géré la succession de Jean-Marie Pelt. L'exception, son chat. Je pense à son chat parce que c'est un ami, François Loire, qui n'est plus là avec nous aujourd'hui, qu'il avait recueilli. Il s'était pris quelques coups de chevrotine pas ou de plomb par les habitants du village et qu'il a recueilli. Il a eu aussi une fin de vie. Saluer Patrice Costa et Jacques Florentin, et puis tous les bénévoles des deux associations, et puis tous ceux qui contribuent ici à faire revivre ce site, à la fois les collaborateurs de la ville de la métropole qui sont ici rassemblés, et puis je pense aussi aux archives municipales, et puis aux associations qui vont vivre ce site. Parler de ce site et parler d'abord de Jean-Marie Pelt. Tu l'évoquais, L'homme renaturé, que j'ai lu quand il est sorti, le bouquin, donc je devais avoir 15 ou 16 ans quand il est sorti, a été pour moi structurant. Je n'aurais pas éveillé parce que c'était scout et puis membre du club des amis s'appelait comment, des amis des animaux.
de l'actuel président de la LPO. Bien sûr, et quand je rappelais Alain Bougain-Dubourg qui était président alors que Roger était gamin, je me donne un coup de vieux. Mais il reste éternellement jeune. Mais c'était un bouquin très structuré où il y avait tout. On en discutait avec Patrick Kiel, il dit c'est en fait un condensé de ses cours et un parfait condensé. Après, les années ont passé, quelques publications, et puis je l'ai rencontré comme parlementaire sur des sujets sur lesquels il me sensibilisait, parce qu'on se rencontrait à Metz, sur lequel il m'a fait prendre des positions parfois propres amis n'ont pas compris, je pense aux OGM ou sur d'autres sujets de biodiversité. Il était à la fois cet homme extrêmement sensible, spirituel, un homme de foi, en même temps un scientifique, un écologiste humaniste ou un humaniste écologiste, sans jamais opposer l'un à l'autre, un homme qui, malgré, bien qu'animé par la foi, n'était pas du tout dogmatique, et qui était d'une extrême gentillesse et d'un immense humour. Bonne idée que de décrire sa vie à travers ces jardins, effectivement, et c'est à partir des mots prononcés par Jacques Chancel. Jacques Chancel en 1980, c'était quoi qu'il avait prononcé plutôt lors de l'interview, lors de cette grande émission de Jacques Chancel, et effectivement où il disait les fleurs c'est ma maison c'est une serre, mon enfance c'est un jardin, mon futur c'est un paradis terrestre, et je n'ai jamais pu l'imaginer autrement que comme un jardin. C'est tout Jean-Marie Pelt. Alors Jean-Marie Pelt a créé l'Institut européen d'écologie en 71, à une époque où on ne parlait pas d'écologie. On n'avait pas encore vu René Dumont apparaître sur les écrans encore majoritairement noir et blanc lors de la campagne présidentielle de 74, et finalement révéler ce mot et révéler les problèmes. Je le vois encore tenant son verre d'eau à ce moment-là, et voilà. Donc Jean-Marie Pelt avec Roger Klein, avec Jean-Michel Joigny, ont été vraiment les pionniers de l'écologie urbaine avec l'un, de l'écotoxicologie avec l'autre, et puis on formait toute une école, au sens une école de Metz de l'écologie, dont beaucoup peuvent se revendiquer aujourd'hui. Et puis Jean-Marie Pelt est parti si vite, en décembre 2015. Je me souviens encore de mon dernier entretien téléphonique juste avant son hospitalisation. On avait parlé 3 quarts d'heure au téléphone, et pourtant il y avait un problème. C'était une opération bénigne, et une opération de confort, et une opération vitale. Et comme on préparait mon compte qu'il devait avoir Alain Juppé, avec Alain Juppé au mois de janvier, on a commencé à parler de ça, et puis de plein d'autres choses. Voilà, et c'était la dernière fois qu'on se parlait, et beaucoup ont passé un très mauvais Noël de 2015, quelques jours après avoir appris sa mort. Et à partir de là, j'ai toujours pensé que d'abord il fallait toujours qu'ici tout fait l'esprit de Jean-Marie Pelt, mais il fallait imaginer autre chose, et notamment Jean-Marie Pelt collectif. Et Jean-Marie Pelt, qui est extraordinaire chez lui, c'est que c'était un scientifique, un homme de poing, un philosophe, un encyclopédiste, c'est-à-dire totalement transdisciplinaire, et qu'on pouvait parler des sciences dures, des sciences humaines, on passait d'un sujet à l'autre dans une vision globale du monde. Et l'ASRA, aujourd'hui, où nous sommes dans un monde de techniciens, où même les scientifiques les plus brillants semblent enfermés dans leur discipline et travailler en tunologue. C'est-à-dire, on a plus que jamais besoin ou de ces encyclopédistes, et si on ne peut pas chacun l'être, eh bien, on a besoin de cette transdisciplinarité. Donc, l'idée que tu as, Patrice, de créer un conseil scientifique et de recréer en fait cette transdisciplinarité en fait par un travail collectif,
est essentiel. Et ce qui me paraît aussi important, effectivement, c'est de faire revivre ce site. Au total, je parle photo contre Patrick, puis se mettre en charge des monuments historiques qui sont en état, mais c'est 8 millions d'euros qui sont injectés en des phases successives dans ce bâtiment, après que nous l'ayons réinvesti, j'allais dire, ou investi des forces vives d'écologie, même si l'Institut européen d'écologie ou la Société Grand Dépôt Pharmacologie n'ont jamais cessé de le faire vivre. Soit qu'il puisse être réapproprié à partir de l'été par le public, parce que il reste souvent à l'extérieur, qu'il faut absolument visiter ces 3 jardins, celui des toxiques, et puis avant Paris, c'est d'abord de l'ouvrir en permanence, week-end compris, et puis de pouvoir accéder au jardin suspendu, qui en plus un magnifique belvédère sur la vieille ville, et voilà, et d'en faire l'un des joyaux de cette colline Sainte-Croix, qui est si riche, je veux dire, au Clefrac, mais aussi avec le musée de la Cour d'Or, et en totale complémentarité, va être enrichi à partir de cet été du pavillon de la biodiversité, qui a été imaginé par le conseil scientifique présidé par Patrice, et qui présentera au public les enjeux de la biodiversité et de la 6e extinction des espèces, et qui un élément pédagogique de plus dans ce musée, qui est déjà plusieurs musées en un, puisqu'il est musée d'antiquité, musée d'architecture, musée des beaux-arts, musée de plein d'autres choses, avec les expositions éphémères. Actuellement, c'est celle du Messenbaum, de ses 60 ans, et qui va être enrichie à partir des animaux empaillés qu'on avait connus quand on allait visiter le muséum. On découvrait comme ça nos premiers animaux exotiques. On n'avait pas de musée d'Amnéville à l'époque pour les voir. Et puis qui croisés aux nouvelles technologies, présenteront ces enjeux. Et un peu avec la même idée, le musée de la Cour d'Or, c'est notre histoire universelle à travers des illustrations qui sont messiines ou régionales. Et de la même façon, présenter le programme global de la biodiversité, mais à travers nos écosystèmes régionaux, et qui d'ailleurs ramène à nous-mêmes, à notre propre responsabilité, nous permettant de nous responsabiliser et de nous conscientiser. Donc voilà comment poursuivre son héritage, je veux dire, tant le fossiliser, bien au contraire, le faire vivre. On avait, et ça continue, c'est-à-dire lancer ce festival de l'écologie et de la nature à Voipy, avec Jacques, qui ont été des moments, là encore, comme sa première rencontre c'était avec Jean-Marie Roche, Jean-Marie Pelt, qui a fini à 3h du matin dans la voiture, alors qu'il se rencontrait à une soirée de Rotary. Avec lui, on n'avait jamais fini de parler. Et je me souviens de ces soirées à tes conférences, où on ne quittait pas la salle, donc, et pourtant, nous on se levait tôt le matin, lui, moi, et on continuait les discussions dans la nuit, voilà, ensemble, parfois avec Yves Pacalet aussi, c'était formidable d'ailleurs, et quand on partait justement avec Yves Pacalet, athée militant, qui fut le commandant Cousteau et Jean-Marie Pem, voilà, ça a été des soirées extraordinaires, voilà, son esprit va vivre à travers ce site, et je veux remercier tous ceux qui travaillent depuis des mois, pour marquer cette année Jean-Marie Pet, cette année du 10e anniversaire de son départ, qui va connaître beaucoup d'autres événements auxquels vous êtes bien sûr conviés. En attendant, voilà, je souhaite un plein succès à cette expo, à la fois qui découvrira beaucoup, qui nous rappelle des choses et qui nous touche émotionnellement pour beaucoup d'entre eux.